de la Constitution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh, présentée par les présidents Bruno Retailleau, Patrick Kanner et Hervé Marseille, Madame la présidente Éliane Assassi et Monsieur le président Guillaume Gontard. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Bruno Retailleau, co-auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette résolution, elle n'est pas banale, elle est fondamentale. La preuve, elle échappe à la géographie politique traditionnelle puisqu'elle a été co-signée par 5 présidents de groupe de notre Assemblée, de droite, du centre et de la gauche. Ça signifie que l'enjeu qu'elle représente dépasse nos clivages traditionnels et routiniers. Ça signifie qu'elle touche à ce que nous avons de commun, en commun. Ce que nous avons en commun ici, quels que soient nos bancs, c'est l'idée que nous nous faisons de la France. Ce que nous avons ici en commun, c'est peut-être aussi l'idée que nous faisons du rôle de la France, ce rôle singulier. Ce rôle qui est une exigence française, qui consiste à prendre soin du monde, à avoir le souci du monde. Et pour le dire autrement, je crois avec conviction et au fond du cœur que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. Et que ce n'est pas, dans le Haut-Karabakh, un conflit local. Et je pense que nous devons nous positionner. Nous devons nous positionner, et c'est tout autant au nom de nos convictions, autant de nos intérêts, que aussi de nos valeurs, que la République française s'honorerait, Monsieur le ministre, de reconnaître rapidement la République du Haut-Karabakh. D'abord au nom de nos intérêts, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt diplomatique. Si ce conflit a une dimension tout autre que locale, c'est par l'implication, par la participation décisive et massive de la Turquie de M. Erdogan, au nom d'une politique expansionniste, néo-ottomane, au nom d'une politique nationale islamiste, disons-le franchement. Et c'est une menace, ici et ailleurs, dans le monde, contre la paix et aussi contre nos intérêts. C'est bien ce régime qui a armé le bras azéri. Et c'est aussi ce régime qui attise partout, dans un certain nombre de régions, les conflits régionaux, des déserts de Libye jusqu'aux montagnes et aux plateaux du Caucase, bien sûr. C'est aussi ce régime qui menace parfois même la stabilité au cœur de l'Europe. Chypre, les eaux territoriales grecques. Qui a armé le bras des djihadistes, si ce n'est ce régime qui a fait venir ces djihadistes de Syrie, ces djihadistes qui ont décapité là-bas comme ils l'ont fait ici. Et c'est au nom d'une politique d'expansion islamiste que M. Erdogan a justifié l'engagement de son régime et de son pays. Ce sont ses propres mots, et je les cite fidèlement. Le Haut-Karabakh est redevenu un pays de l'islam. Il a repris sa place à l'ombre du croissant. Avec ce genre de personnage, en réalité, les motivations sont souvent transparentes. Mais mes chers collègues, Monsieur le ministre, l'histoire nous enseigne aussi qu'ils ne connaissent qu'une seule limite, le rapport de force. Combien nous faudra-t-il d'agressions pour que l'Europe sorte de sa torpeur, pour qu'enfin il y ait de véritables sanctions diplomatiques, mais surtout économiques? Combien d'agressions, combien encore de provocations pour que nous-mêmes sortions de notre naïveté? Le président Christian Cambon, il y a quelques semaines, nous avait appris que, depuis une dizaine d'années, l'Agence française de développement avait sans doute prêté 4 milliards peut-être
4 milliards à la Turquie pour préparer notamment son entrée dans l'Europe. De qui se moque-t-on vraiment? J'ai apprécié, et ne prenez pas, monsieur le ministre, notre initiative comme une initiative hostile au gouvernement. J'ai apprécié les dernières initiatives du président Emmanuel Macron et nous les soutenons. C'est un début, mais nous les soutenons. Je considère que d'ailleurs, il a relevé l'honneur perdu du groupe de Minsk. Défendre le Haut-Karabakh, mes chers amis, c'est défendre évidemment l'Arménie, c'est défendre nos intérêts, c'est défendre aussi nos valeurs qui ont là-bas été piétinées par l'utilisation d'armes de guerre interdites, piétinées aussi par des exactions commises contre la population, des amputations, la mort de civils, femmes, enfants, vieillards, confondus. C'est la raison pour laquelle nous demandons dans notre résolution l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur ces crimes de guerre. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi, pour les populations, j'espère provisoirement déplacées, un soutien massif de la France, de même qu'une protection de l'UNESCO sur ce patrimoine qui n'est pas seulement arménien, qui est un patrimoine de l'humanité, qui est un patrimoine commun, mes chers collègues, bien sûr. Et je pense que, et nous pensons ensemble, que la France ne peut pas détourner le regard, parce qu'alors, elle tournerait le dos à cette vieille amitié que nous avons avec l'Arménie, parce que, désormais, c'est bien de l'Arménie dont il s'agit. Quand le président azéri traite de chiens les habitants du Haut-Karabakh, il traite de chiens les Arméniens. Et on sait, mes chers collègues, lorsque vous déniez le statut, la dignité d'un être humain à une population, où cela va-t-il s'arrêter? C'est aussi de l'Arménie dont il est question quand vous avez cette épée de Damoclès avec ce corridor dans le sud qui va transpercer le flanc est jusqu'au flanc ouest de l'Arménie, entre Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Non, trahir l'Arménie, ça serait nous trahir nous-mêmes. Ce serait, mes chers collègues, trahir ce lien précieux, ce lien singulier, qui est un lien multiséculaire, multiforme. Il remonte sans doute au fond des âges, il remonte au Moyen-Âge. C'est une amitié qui est ancienne, qui n'a jamais été démentie. C'est une amitié toujours renouvelée. Et c'est cette même amitié qui a permis à nos parents de recevoir les survivants, les rescapés du génocide de 1915. Eh bien, ils ont trouvé en France non seulement un refuge, mais ils ont trouvé en France un foyer, leur foyer, et ils nous l'ont rendu au centuple. Parce que ce lien, je le disais, non seulement multiséculaire, il est aussi multiforme. Il prend le visage, ce visage familier, ce visage français, de tant de nos compatriotes. Je veux parler bien sûr de Patrick Devedjian, je veux parler aussi de Charles Aznavour, je veux parler aussi de Manouchian, mon cher Pierre, mort et enterré au Mont Valérien. C'est quelque chose qui devrait parler à notre cœur de Français. Et tout cela, ils ont montré quel était le modèle français. Ils nous l'ont révélé. Ils ont démontré qu'on pouvait conjuguer l'amour de la grande patrie française avec l'amour, comme aurait dit Péguy, de la petite patrie charnelle arménienne. Ils ont montré que la République ne leur demandait pas d'abdiquer ce qu'ils étaient et qu'on pouvait être français, complètement français, sans rien renier de leurs racines. Mes chers collègues, pour terminer, ce que je voudrais vous dire, c'est que sur la carte du monde des grandes souffrances humaines, je pense que le peuple arménien tient une place particulière. Comme disait un écrivain français, Sylvain Tesson, ce peuple nous parle du fond d'une tombe. Ce peuple avec lequel nous entretenons des liens d'affection, des liens de civilisation. Ce petit peuple, comme l'a dit un jour de Damas le général de Gaulle, ce petit peuple riche de culture, riche d'histoire, mais qui a beaucoup donné pour l'humanité. Eh bien, cette dette de l'humanité, c'est à nous les Français, à nous le Sénat de la République française, de l'assumer aujourd'hui en votant cette résolution. Il y a près de 20 ans, c'est la France qui, la première des nations au monde, a reconnu le génocide arménien. Eh bien, aujourd'hui, ce doit être le Sénat de la République française qui puisse demander la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. Merci. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de notre discussion générale, la parole est maintenant au président Christian Cambon. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les présidents de groupe auteurs de cette résolution, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au centre d'Erevan, il existe une grande place connue de tous les Arméniens. Dans ce pays lointain, cette place a un nom, c'est la place de France. C'est la place de France, symbole parmi tant d'autres de l'attachement indéfectible qui nous unit. Et aujourd'hui, c'est par ce symbole d'une résolution, procédure au demeurant rare mais quasi unanime, que le Sénat affiche ce même symbole d'amitié et de solidarité avec le peuple arménien, plongé une fois encore dans la tragédie. Qu'avons-nous fait, chers collègues, qu'avons-nous fait, nous, la France, une amie de l'Arménie depuis des siècles, pour éviter ce drame ? Et que faut-il faire maintenant pour assurer leurs droits aux Arméniens et leur rendre un peu d'espoir ? Dans ce conflit du Haut-Karabakh, cœur spirituel, cœur historique de l'Arménie, la France devait certes utiliser sa position de médiateur entre les parties. Mais avec l'escalade de la violence, cette posture nous a menés dans l'impasse et condamnés à l'impuissance. Malgré la violation de 3 cessez-le-feu, l'avancée des forces azéries n'a donné lieu qu'à de bien molles protestations. Des crimes de guerre ont été commis, bombardements de civils, bombes à sous-munitions, exactions filmées de prisonniers de guerre. Nous appelions à la retenue. Le cessez-le-feu a figé une solution militaire, imposée par la force, par les armes azéries, équipées et encouragées par la Turquie. Et nous n'avons même pas été prévenus. Après les multiples agressions turques en Méditerranée orientale et en Libye, nous savions pourtant que la Turquie ne s'arrêterait pas là. Mais qu'a-t-on fait à part des déclarations convenues ? Alors qu'un nouveau partenariat stratégique avec la Russie était né du discours de l'Élysée de 2019, n'était-ce pas justement le moment d'influer sur la Russie, qui aura joué elle aussi un rôle ambigu, consolidant son influence dans la région, mais laissant au passage des djihadistes s'installer sur son flanc sud ? Qu'a fait enfin l'Europe ? Qu'a fait l'Europe, inexistante, écartelée par ses divisions internes et par ses intérêts divergents ? Elle a une fois de plus montré qu'elle n'était pas vraiment une puissance politique. Ces multiples renoncements sont lourds de conséquences. À nouveau, l'usage de la force a conduit à faire voler en éclats aux confins de l'Europe des frontières que seule la négociation pouvait fixer. L'Occident et ses valeurs sont une fois de plus marginalisés. L'accord du 9 novembre, c'est au fond un deuxième Astana, une Russie et une Turquie qui préfèrent accorder leurs intérêts sans plus s'occuper du droit international et des valeurs que nous portons. Voilà bien les fruits de cette forme d'inaction au Haut-Karabakh. Alors, Monsieur le ministre, que faut-il faire maintenant ? Cette résolution, largement soutenue par le Sénat, ne cherche pas à porter condamnation du gouvernement, car chacun connaît les racines profondes et anciennes de ce conflit qui n'avait de gelé que le nom. Il faut au contraire que cet engagement du Sénat soit pour le gouvernement un outil, une aide, un levier supplémentaire pour aller vers un règlement politique durable de ce conflit. Bien sûr, nous devons maintenant veiller à la mise en œuvre de bonne foi de ce cessez-le-feu. Par ailleurs, la France accueille le siège de l'UNESCO. Il faut donc assumer sans tarder la protection d'un inestimable patrimoine culturel et religieux. Le gouvernement doit exiger le départ des combattants djihadistes. La Russie ne peut laisser les Turcs créer en toute impunité une zone de terrorisme islamiste sur ses flancs sud.
Les crimes de guerre avérés doivent être identifiés et ils doivent être punis. L'aide humanitaire fournie par notre pays aux populations civiles arméniennes a trop tardé. Elle doit maintenant leur être adressée de manière massive. Vous devez réanimer ce groupe de Minsk qui doit devenir l'enceinte d'une véritable négociation sur le statut du Haut-Karabakh dans le long terme. S'agissant de la Turquie, l'heure des clarifications est passée. Nous pensons, comme le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui vient de le déclarer, qu'il faut maintenant passer à l'action. Alors, Monsieur le ministre, passez à l'action. Au Conseil de l'Atlantique Nord, tout d'abord, la réflexion stratégique à l'OTAN, initiée par le Président de la République, doit être un exercice ambitieux et non produire un discours creux, conservateur, consensuel et parfois autosatisfait. La dimension politique de la réforme est essentielle et la seule question qu'il convient de se poser, la Turquie est-elle encore un allié au sein de l'Alliance ? Au Conseil européen ensuite, si d'ici sa réunion, dans quelques jours en décembre, aucun signe d'apaisement tangible ne nous est adressé, la question des sanctions et pourquoi pas de la suspension de l'union douanière doit être posée et discutée avec nos partenaires européens. Sur ce sujet, le Sénat invite le gouvernement à l'action et à la fermeté. Enfin, en vous demandant aujourd'hui de reconnaître la République du Haut-Karabakh, le Sénat vous envoie un signe fort pour que la France prenne ses responsabilités et qu'elle les prenne devant l'histoire. Parce que la guerre menée par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie ne nous laisse malheureusement plus d'autre choix. Monsieur le ministre, nous le savons tous, l'histoire de l'Arménie est ponctuée de tragédies. Et pourtant, quand il l'a fallu, l'Arménie a su consentir au sacrifice de ses enfants pour être à nos côtés dans tous les combats pour la liberté. Alors, mes chers collègues, à nous, aujourd'hui, de rendre à l'Arménie le témoignage de sa fidélité. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, durant 6 semaines, le Haut-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens au sein du territoire de l'Azerbaïdjan, a une nouvelle fois été l'objet d'affrontements. Ce conflit, qui remonte à plus d'un siècle, n'a jamais été résolu. Comment imaginer qu'au XXIe siècle, on puisse encore se livrer à des exactions abjectes contre des êtres humains ? Le conflit récent au Haut-Karabakh a donné lieu à des vidéos et à des photos qui circulent sur les réseaux sociaux montrant des atteintes à la dignité humaine. Les criminels eux-mêmes en ont fait la publicité, la diffusion. Ces actes barbares illustrent de manière terrifiante la prégnance d'une haine ethnique, tout comme le choix de tout commandement militaire de bombarder massivement des zones d'habitation civiles. En préambule à toute négociation, il est pour nous primordial que les militaires qui commettent de tels actes de barbarie soient jugés et condamnés sévèrement par le pays dont ils portent l'uniforme. Le gouvernement qui procédera de la sorte gagnera en légitimité en démontrant ainsi qu'il ne couvre pas et n'encourage pas de tels faits inadmissibles. Si le droit international est bafoué par des actes de guerre et de violence, la France a le devoir de réagir. Le recours à la force est inacceptable. Il appartient à l'ONU de faire respecter ce principe fondateur de nos relations internationales. Il nous paraît essentiel que soit ouverte une enquête sur les manquements graves qui ont été commis dans le conflit qui vient de s'achever, notamment avec l'usage d'armes contre des civils. De même, le patrimoine historique et religieux qui a été détruit, pillé et profané doit conduire à la condamnation des auteurs de ces actes inacceptables. Ce n'est qu'à la lumière d'une enquête approfondie et détaillée que nous pourrons déterminer les responsabilités et renouer une relation de confiance. Les accords de paix qui viennent d'être signés ne peuvent en aucun cas effacer les crimes de guerre.
qui doivent impérativement être punis, leurs auteurs traduits en justice. En effet, les canons se taisent au Haut-Karabakh, mais ce silence, ce n'est pas la paix. Un accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'autorité de la Russie, mais le conflit est ainsi une nouvelle fois gelé, mais le conflit n'est pas réglé. Aussi, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui vise notamment à inviter le gouvernement français à reconnaître la République du Haut-Karabakh. Alors on peut s'interroger, la France est coprésidente du groupe de Minsk, aux côtés de la Russie et des États-Unis. Cette fonction de médiation n'implique-t-elle pas une recherche de solutions sans prendre parti ? N'est-il pas essentiel que notre pays conserve une position d'impartialité ? Dans cette affaire comme dans les autres, ne vaut-il pas mieux éviter d'agir unilatéralement ? Ne faut-il pas au contraire promouvoir la négociation et le multilatéralisme ? C'est la position que la France a soutenue jusqu'à présent. Ce n'est cependant pas la position défendue par tous les acteurs. À cet égard, l'intervention unilatérale décidée par le président Erdogan n'a surpris personne. Nous avons déjà vu cela en Méditerranée orientale, au Levant et à présent dans le Caucase. La France peut-elle faire ce qu'elle reproche au président Erdogan, c'est-à-dire agir unilatéralement ? En même temps, comment rester neutre lorsqu'une guerre s'est déroulée 45 jours sans mobilisation de la communauté internationale ? À cet égard, il nous semble indispensable que le respect du cessez-le-feu soit contrôlé par les Nations unies. Il est également essentiel que le retour des populations déplacées par les combats puisse se faire en toute sécurité. Seul un contrôle international peut le permettre. La crise du Haut-Karabakh témoigne aussi du changement actuellement à l'œuvre dans les relations entre les États. Nous avons en effet connu ces dernières années beaucoup de remises en cause de l'ordre international. Mis à mal par le président Trump et par d'autres États autoritaires, le multilatéralisme est en train de s'affaiblir. La France et ses alliés doivent continuer à défendre ce modèle parce qu'il constitue la seule alternative à la loi du plus fort. Jusqu'ici, nos réactions aux coups de force menés par certains pays ne les ont pas arrêtés dans leurs intentions et dans leurs actes. Une réforme des Nations unies, aussi complexe soit-elle, est sans doute inévitable pour permettre à cette institution de retrouver une efficacité qui lui fait aujourd'hui cruellement défaut. En parallèle et sans attendre, la France et ses partenaires européens doivent se donner les moyens d'agir autrement que par la seule indignation, et c'est bien là le sens de cette résolution. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue, le président Guillaume Gontard, pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Rassemblant diverses initiatives, la majorité sénatoriale a soumis à tous les groupes politiques la présente proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Je me félicite de ce compromis transpartisan. Pour autant, si j'ai accepté de signer ce texte au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires, ce n'est pas sans réserve. Le principal est une vision très différente de ce conflit que celle tout juste exposée par le président Retailleau. Dans ce Caucase à la jonction de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient, la situation géopolitique semble infiniment plus complexe que l'opposition entre chrétiens et musulmans qui transparaît trop souvent dans le discours de la majorité sénatoriale. Le conflit larvé qui oppose depuis la chute de l'URSS l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh a de nombreuses ramifications historiques, géographiques, stratégiques, géopolitiques, mais pas ou peu religieuses. C'est avant tout un conflit territorial, induit par un dessin des frontières hasardeux, datant de la période soviétique, et impliquant de près ou de loin les grandes puissances régionales que sont la Turquie, l'Iran et la Russie. L'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, a profité d'une situation internationale confuse, pandémie, élections américaines, pour reprendre par les armes les territoires qu'il avait perdus en 1994. Rappelons que 3 résolutions de l'ONU demandaient que ces territoires soient rendus à l'Azerbaïdjan. Ils ont été reconquis au prix d'une guerre violente qui a vraisemblablement vu l'utilisation d'armes non conventionnelles par les 2 belligérants, qui a tué plus de 4000 personnes et engendré plus de 100 000 réfugiés. Nous condamnons sans réserve cette agression contre le peuple arménien.
À l'issue du cessez-le-feu, le 10 novembre, la priorité est de protéger les populations. Protéger les réfugiés en permettant le retour de celles et ceux qui le souhaitent, à favoriser l'accueil des autres. L'aide humanitaire doit se déployer pour permettre cet accueil et accélérer la reconstruction des zones sinistrées. Protéger les populations arméniennes qui passent sous contrôle azéri en renforçant, au-delà de la Russie, le dispositif de maintien de la paix du Haut-Karabakh. À ce sujet, la sécurisation du corridor de Latchine est fondamentale pour permettre les liens et les échanges de populations entre Arménie et le Haut-Karabakh. Les mercenaires syriens doivent être renvoyés chez eux sans délai. La communauté internationale doit enfin veiller à la protection du patrimoine culturel arménien. Il convient également de diligenter une enquête internationale pour clarifier l'utilisation d'armes non conventionnelles par l'un ou l'autre des deux belligérants et envisager les sanctions nécessaires. Alors que les États-Unis sont paralysés par leur transition présidentielle, la France doit relancer le groupe de Minsk. Opposé au régime arménien issu de la révolution de 2018, qui tente de s'affranchir de sa tutelle, Moscou joue un double jeu et ne peut rester le seul arbitre du conflit. D'autant que la stabilité de la région représente un défi à long terme, car la volonté à peine voilée de la Turquie et de l'Azerbaïdjan de se doter d'une frontière commune au détriment du sud de l'Arménie ne s'est pas estompée avec le cessez-le-feu. Aussi, la question du statut du Haut-Karabakh est primordiale. La République, autonome depuis 1991, mais pas reconnue, est majoritairement peuplée de populations arméniennes. Depuis 1994, elle vivait en bon voisinage avec l'Arménie, qui la reconnaissait en fait, mais pas en droit. Alors que le territoire du Haut-Karabakh a été partiellement conquis par l'Azerbaïdjan, qui l'encercle désormais complètement, la pérennité de cette situation semble particulièrement compromise. La volonté de l'Azerbaïdjan de reconquérir à terme l'ensemble de son ancien territoire n'est pas à exclure, et l'ambassadeur que nous avons auditionné hier n'a pas levé nos inquiétudes. La question du statut du Haut-Karabakh est donc l'enjeu central pour garantir l'efficience du cessez-le-feu. Les écologistes sont favorables au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes via un processus démocratique. Il aurait effectivement été préférable d'engager un processus d'autodétermination du peuple du Haut-Karabakh, pouvant éventuellement aboutir à une indépendance internationalement reconnue. Cependant, au regard de l'urgence actuelle, il nous a semblé que des mesures plus rapides s'imposaient. Pour permettre à la France de revenir dans le jeu, dont elle semble largement absente, il nous paraît pertinent que le gouvernement reconnaisse la République d'Artsakh et l'utilise comme un levier de négociation pour obtenir rapidement un statut juridique internationalement reconnu, pérenne et protecteur pour le Haut-Karabakh. C'est une condition indispensable pour la pérennité de la paix. Aussi, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de résolution. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Alain Richard pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la gravité s'impose face à un conflit meurtrier dont nous voyons maintenant les conséquences, des milliers de morts, combattants et civils, des atrocités commises dans et autour des combats et des suspicions profondes de crimes de guerre. La population arménienne du Haut-Karabakh est déplacée en masse sous la menace. L'Arménie elle-même est déstabilisée. Cette nouvelle épreuve se place dans une histoire dramatique de l'Arménie. Une succession de guerres, de changements forcés de territoire, d'exodes, d'attaques contre son existence même avec le génocide de 1915. La réorganisation des frontières que nous héritons aujourd'hui résulte de la domination soviétique. C'est l'ensemble de ces épreuves qui ont forgé l'amitié de la France avec l'Arménie et les actions que nous avons menées en commun à de multiples épisodes historiques qui nous créent aujourd'hui des devoirs. Le Haut-Karabakh, depuis la renaissance de l'Arménie indépendante, est un territoire restreint, enclavé dans l'Azerbaïdjan, où se regroupent environ 150 000 Arméniens. Son existence n'a été garantie depuis 30 ans que par la présence de forces armées arméniennes, occupant aussi des zones à peuplement azéri et sans aucun règlement politique.
Cet historique menaçant nous dit ce que doit et ce que peut faire la France. Le Haut-Karabakh a été attaqué par l'Azerbaïdjan. Il doit bénéficier d'une protection internationale. Mais regardons les faits. Cette protection, elle part d'une base imparfaite, mais réelle. L'action de la Russie pour faire cesser les combats et pour faire appliquer un cessez-le-feu. Cette protection doit devenir stable, juridique et effective pour assurer aux Arméniens de vivre au Haut-Karabakh dans le respect de leur culture, de leur vie démocratique et de leur foi. Soyons tous conscients du rôle maléfique de la Turquie dans cette campagne meurtrière. Ses forces sont en cause dans les exactions criminelles qui ont été relevées. Nous devrons nous tourner vers la Cour pénale internationale pour qu'une enquête approfondie soit menée et développe la vérité sur l'ensemble de ces agissements. L'attitude agressive de la Turquie d'Erdogan sur ce terrain et sur bien d'autres est une atteinte aggravée à la paix et aux règles internationales. Elle coïncide avec un grave échec économique et social qui met ce dirigeant sous pression. C'est un défi majeur pour l'Union européenne qui, par sa puissance économique et commerciale, peut contribuer à le faire rentrer dans le rang. Simplement, gardons-nous d'assimiler toute la nation turque avec ce dirigeant dévoyé. Ne nous fermons pas au contact avec la société turque où les défenseurs de la liberté et des droits humains agissent pour un autre avenir. Cette situation dramatique n'est pas à la disposition de la France pour agir unilatéralement. Nous n'intervenons pas, nous n'interviendrons pas sur la base d'un rapport de force. Notre rôle se situe dans la légalité et dans l'ordre international. Nos outils s'appellent l'OSCE, l'ONU et son Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale, l'UNESCO, le groupe de Minsk. Notons que le dialogue que le président de la République a voulu entreprendre avec la Russie, choix difficile et critiqué, trouve là son sens. Cette réalité s'impose à nous et elle cadre avec notre vocation internationale, qui est d'agir dans le multilatéralisme, à un moment d'ailleurs où il va voir son horizon s'éclaircir quelque peu à Washington. Rappelons-nous l'épisode du conflit de Géorgie, il y a 12 ans. La Géorgie attaque une enclave séparatiste protégée par la Russie, laquelle la vainc en quelques jours. Le président Sarkozy joue alors un rôle actif, méritoire, de bons offices et facilite un règlement politique. Il l'a fait en respectant le rapport de force et la réalité. Il n'a pas pu inverser la domination russe. Il n'empêche que le peuple géorgien lui en garde une profonde reconnaissance. Donc j'en viens à ce qui nous sépare de la PPR de M. Retailleau. Déclarer unilatéralement une reconnaissance, c'est-à-dire la création d'un État souverain, comme État indépendant du Haut-Karabakh, prétendre donc changer les frontières dans cette région traversée de conflits, nous apparaît porteur de difficultés supplémentaires. Un tel État ne serait viable qu'avec une garantie internationale qui, aujourd'hui, est hors de portée. Rappelons-nous, puisque j'évoquais le conflit géorgien, que la Russie elle-même a reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme État indépendant. Ceci n'a eu, en 12 ans, aucun effet. Immédiatement, au contraire, cette initiative de reconnaissance artificielle nous couperait les partenaires qui peuvent construire avec nous une solution partagée. Il faut défendre une protection internationale du Haut-Karabakh, mais pas par cette voie. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités arméniennes, depuis 30 ans, ne l'ont jamais demandé. Cela pose au fond la question de ce qu'est une résolution, que d'ailleurs la Constitution se garde bien de définir. C'est le moment pour le Parlement d'exprimer une volonté, de fixer un objectif. Mais si cette résolution perd le contact avec la réalité, son autorité s'en trouve affaiblie. Du fait de cette différence significative avec la proposition de résolution, alors que nous partageons les motivations essentielles qu'elle présente, la plupart d'entre nous s'abstiendront, en espérant que la réflexion ainsi échangée servira l'influence collective du Sénat.
Merci. La parole est à notre collègue Jean-Noël Guérini pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Je vais lui donner la parole. Vous avez la parole, monsieur le collègue. Merci, Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au moment où nous sommes réunis pour défendre la résolution visant à reconnaître la République du Haut-Karabakh, je ne peux oublier l'émotion qui était la nôtre il y a tout juste 20 ans, le président Rotaillot l'a rappelé. La France reconnaissait le génocide arménien du 24 avril 1915. Aujourd'hui, cette fierté est remplacée par la tristesse provoquée par le silence, je dirais, Monsieur le Ministre, assourdissant de notre diplomatie. Alors, il y a eu quelques propos, mais enfin. Alors oui, c'est avec le cœur lourd que je défends devant vous ce projet de résolution. Une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, la République d'Arménie est victime du cynisme de ses voisins. Ses soldats, sa jeunesse, ses enfants ont payé de leur sang, de leur vie, les assauts de l'Azerbaïdjan. Je regrette, Monsieur le Ministre, que cette agression ait été accompagnée d'une coupable, au sens noble du terme, ce mot, neutralité de notre gouvernement. Nous entendons bien sûr des voix ici et là qui nous disent « à quoi bon ?» À quoi bon reconnaître cet Artsakh aujourd'hui alors qu'un cessez-le-feu parrainé par Moscou et Ankara affiche la volonté de sceller pour lui un funeste destin? La réponse, elle tient pour moi dans une phrase écrite par Charles Péguy quelques années avant la Grande Guerre, je le cite. « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Cet exercice de lucidité, quand les propagandes populistes déversent la haine à travers le monde n'est pas aisé, je le reconnais bien volontiers. Le 14 octobre dernier, Monsieur le ministre Le Drian, à l'occasion de la séance des questions d'actualité, avait déclaré avec justesse, je le cite, « Il y a dans cette affaire grave pour la France une urgence, un devoir et une exigence. » Alors oui, il est urgent de dire à nos amis d'Erevan, à nos frères arméniens, aux Arméniens de France, que notre pays est à leur côté. Il est de notre devoir d'en finir avec les grands discours rarement suivis des faits. Car il y a urgence. Urgence humanitaire d'abord, car des dizaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées se sont repliées vers Erevan face à des troupes djihadistes accompagnées d'Azéris. Il y a urgence à remettre le sultan d'Ankara à sa place. Il y a urgence à se retrouver aux côtés des victimes d'un conflit que, par aveuglement, nous n'avons pas su prévenir. Il sera bien temps, demain, de comprendre les raisons de ces tragiques échecs. Celui, disons-le aussi, franchement, des gouvernants d'Erevan, bien sûr, qui n'ont pas vu monter les périls. Ça a été rappelé dans un caucase où Moscou nous joue en toute logique pour reconstituer son précaré. Il sera bien temps demain de comprendre l'inertie des travaux du groupe de Minsk. Relever ce défi est une urgence, un devoir, une exigence pour la France des Lumières que les assauts d'un islamisme militant tentent de fracturer. Nous retrouvons ce dédain, ce rejet, ce refus de ce que nous sommes dans le comportement inacceptable de la Turquie et dans les propos inqualifiables du président Aliyev. Monsieur le ministre, l'ambassadeur azéri aurait dû être convoqué par le ministère des Affaires étrangères lorsque, rappelons-nous, le président Aliyev demandait à notre exécutif, au gouvernement de la France, d'offrir à la Corse son indépendance et d'élever Marseille en République du Karabakh. Nous sommes toujours dans l'attente de votre réaction pour les Corses et pour les Marseillais, et le Marseillais que je suis, et je ne suis pas le seul.
Notre devoir est de reprendre le flambeau de la justice, du droit et de la fraternité, afin que le groupe de Minsk ne soit plus le théâtre poussiéreux des bonnes consciences qui regardent le monde se défaire et le peuple souffrir. Pour tout cela, le projet de résolution est une exigence, celle qui éclairera le chemin du renouveau pour l'Arménie, pour le Karabakh et pour notre diplomatie. Urgence, devoir, exigence. En adoptant ce projet de résolution, nous retrouverons un peu de notre fierté perdue. Le groupe RDSE votera évidemment en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame la présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a un siècle, le 10 août 1920, les puissances victorieuses du premier conflit mondial de l'Empire ottoman signaient le traité de Sèvres. Il prévoyait la création d'un territoire autonome pour les Kurdes et la création d'une république indépendante d'Arménie. Pour les Arméniens, ce nouvel État devait être le refuge d'un peuple dont 1 500 000 des siens avaient disparu dans le premier génocide du XXe siècle, ce meurtre d'une nation, ce crime contre l'humanité erga omnes à l'égard de tous. Pourtant, au traité de Sèvres succéda le traité de Lausanne qui ratifièrent l'annexion par la Nouvelle-Turquie de la partie occidentale de cette république mort-née et l'incorporation du reliquat dans l'ensemble soviétique. Plus tard, Staline rattacha les régions autonomes du Haut-Karabakh et du Nakhitchevan, peuplées majoritairement par des Arméniens, à la nouvelle République de l'Azerbaïdjan. Un siècle plus tard, c'est l'une des causes de l'embrasement meurtrier actuel. En 1991, le Parlement de la région autonome du Haut-Karabakh proclama son indépendance qui fut ratifiée par un référendum. Cette proclamation fut prise à l'issue d'un processus démocratique parfaitement respectueux des conditions législatives de l'époque. Cette indépendance ne fut pas moins légitime que celle prononcée par l'Azerbaïdjan la même année. Par la présente résolution, c'est cette affirmation légale du droit d'un peuple à disposer de lui-même que le Sénat demande au gouvernement de la France de reconnaître. Notre groupe, et en son sein des élus très impliqués dans cette exigence, et le Parti communiste français l'ont portée il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, nous voterons avec la même volonté cette résolution et la demande de reconnaissance de la République d'Artsakh, parce que nous pensons qu'elle est un signe plus que jamais nécessaire à un règlement pacifique et politique des conflits dans le Caucase du Sud. Comme le stipule l'exposé des motifs de cette résolution, nous pensons que le peuple arménien continue d'être la victime expiatoire du nationalisme néo-ottoman de la Turquie. Malheureusement, il ne fait aucun doute que la dérive dictatoriale du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, qui emprisonne l'opposition, muselle les journalistes, fait assassiner jusqu'en France les militants kurdes, se projette aujourd'hui en dehors des frontières de la Turquie par un projet agressif qui se donne pour nouvelles frontières les Balkans, le Proche-Orient et l'Asie centrale. À la fiction d'une homogénéité culturelle par l'exaltation du nationalisme turc, la Turquie de Turgut Özal et de Recep Tayyip Erdogan ajoute une dimension expansionniste qui profite des déséquilibres géostratégiques de la fin de la guerre froide, de la connivence coupable de l'OTAN et de l'incapacité désespérante de l'Europe à s'impliquer dans la résolution des conflits armés qui se déroulent à ses portes. Pour ne pas avoir joué le rôle moteur qu'on attendait d'elle dans le groupe de Minsk, la France a été mise sur le côté par le cessez-le-feu signé sous l'égide de la Russie. La résolution du Sénat redonne de la voix à la France. En 1992, Turgut Özal, alors président de la République de Turquie, avait déclaré qu'il était nécessaire de temps en temps de faire un peu peur aux Arméniens. Aujourd'hui,
Recep Tayyip Erdogan déclare, lui, vouloir finir le travail commencé il y a plus d'un siècle par les grands-parents. Cette rhétorique guerrière et criminelle qui a l'amer goût du sang et qui ne renonce pas à l'objectif génocidaire considère la République d'Artsakh comme un îlot de résistance au sein de la grande nation turque et azérie et l'Arménie comme un obstacle à l'unité territoriale d'un nouvel empire ottoman étendu au-delà de la mer Caspienne. Par cette résolution, mes chers collègues, nous devons exprimer notre condamnation vigoureuse de ce projet expansionniste, de toutes les formes de nationalisme mortifère et des risques qu'ils font courir à toute la région. De la même façon, il nous faut manifester avec force notre totale solidarité avec l'Arménie contre les menaces terribles proférées contre son existence. Dans cet hémicycle et celui de l'Assemblée nationale, à la suite de Marcel Cachin, Guy Ducolonnet, Hélène Luc et Guy Fischer, les parlementaires communistes n'ont cessé de demander la reconnaissance du génocide arménien pour rendre justice à toutes ces victimes et montrer à quelle horreur aboutissent les nationalismes dressés contre un peuple. Cette résolution sera une bien faible consolation pour toutes les familles endeuillées, pour celles qui ont fui sans espoir de retour et pour cette jeune génération élevée dans le Haut-Karabakh et broyée par la machine de guerre colossale déployée contre elle. Néanmoins, elle est pour notre groupe le moyen de rappeler notre attachement au règlement pacifique de ce conflit millénaire. Dans le Caucase du Sud comme dans tout le Proche-Orient, seules des solutions politiques permettront d'apporter aux peuples et aux minorités la paix et les garanties de leur existence dans la libre administration de leur destinée. Les mots de Jean Jaurès à la Chambre des députés en 1896 résonnent encore et à notre tour, il nous revient, je cite, « d'accomplir notre devoir d'élémentaire humanité qui conciliera l'œuvre de paix et l'œuvre de justice ». Monsieur le ministre, nous espérons vivement que le Gouvernement fera sienne la démarche du Sénat qui tire sa force de sa grande solennité. Merci madame la présidente. Je vais donner la parole pour le groupe de l'Union centriste à notre collègue Olivier Cigolotti. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'actualité nous oblige cet après-midi à examiner une proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Signée par une majorité des présidents de groupe de la Haute Assemblée, cette proposition de résolution fait l'objet d'un assez large consensus sur nos bancs. Il apparaît toutefois important de rappeler quelques éléments du contexte historique. À l'époque bolchevique, Moscou a fait du Haut-Karabakh une région autonome au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, et ce, malgré les promesses qui avaient été faites à l'Arménie. Avec la chute de l'URSS, le réveil des revendications ethniques et religieuses a été brutal. Durant ces dernières décennies, Azéris et Arméniens se sont observés, invectivés, affrontés, parfois séparés seulement par quelques centaines de mètres. Aujourd'hui, la situation demeure très préoccupante. Après 6 semaines d'affrontements intenses, marqués par de graves exactions, la fin des hostilités a été conclue le 9 novembre dernier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le conflit les opposant dans cette région du Haut-Karabakh. Ce cessez-le-feu réalisé sous l'égide de la Russie semble à ce jour faire autorité. Le Haut-Karabakh est l'une de ces régions du Caucase du Sud trop longtemps considérée comme un conflit gelé, au même titre que l'Ossétie du Sud et la Géorgie. Les tensions ont malheureusement repris ce 27 septembre dernier et ce nouvel embrasement de la région s'effectue désormais avec en toile de fond la prédominance d'États puissants comme la Turquie et la Russie. Le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan se concrétise par l'apport de matériel de guerre, de drones conférant une suprématie aérienne évidente, mais également par l'acheminement de supplétifs de l'armée syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont au minimum 850 mercenaires syriens ayant pris part au combat contre Bachar el-Assad qui ont été envoyés par Ankara dans les zones de combat afin de renforcer les forces azerbaïdjanaises. Dans le même temps, nous assistons à une succession de provocations de la part de la Turquie, ne cachant pas ses ambitions expansionnistes et qui constitue à ce jour la deuxième armée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous ne pouvons que vivement regretter l'accélération dangereuse des faits constatés ces derniers mois.
poursuite des forages gaziers illégaux à Chypre, réouverture de la plage de Varosha, et cela au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, incursion dans les eaux territoriales grecques par des navires de forage sous escorte militaire, position trouble face à Daesh en Syrie et multiplication des interventions armées contre nos alliés kurdes. Nous pouvons également rappeler l'incident avec la frégate Courbet en juin dernier en Méditerranée orientale et l'accumulation de déclarations plus ou moins hostiles à l'égard de la France et de son exécutif. Quant à la Russie, cette dernière a su demeurer dans une position des plus ambiguës, en vendant des armes aux deux camps, en commerçant avec Bakou et Erevan, tout en conservant un statut d'arbitre, il faut malheureusement le reconnaître, bien plus convaincant que les instances européennes. Depuis de nombreuses années, Moscou souhaite se montrer à la fois en tant que défenseur des chrétiens d'Orient et entretient, depuis l'ère bolchevique, une forme de division au sein des républiques du Caucase afin de faire respecter l'ordre. Mais désormais, c'est une déstabilisation profonde du Caucase du Sud qui est à l'œuvre. Et il semble bien difficile de se contenter des termes du cessez-le-feu signé le 9 novembre dernier. Il est plus que nécessaire, mes chers collègues, désormais de travailler à un règlement politique durable de ce conflit. La communauté internationale, et notamment la France, doivent se mobiliser pour une sortie de crise pérenne et toutes les formes de négociation doivent être utilisées pour que le multilatéralisme fasse émerger une solution durable. Après la signature du cessez-le-feu, la situation du Haut-Karabakh retrouve son statut de conflit gelé. Et qui dit conflit gelé, dit possible reprise d'un conflit armé violent et de toutes les exactions pouvant s'y apparenter. Nous ne pouvons cautionner un tel risque. Monsieur le ministre Le Drian a déclaré le 10 novembre dernier que la France s'était mobilisée ces dernières semaines en faveur des populations locales, notamment par des initiatives très nombreuses de la société civile, et que les autorités françaises y contribuaient largement avec une aide médicale arrivée à Erevan. Pouvez-vous, monsieur le ministre, éclairer la représentation nationale sur ces actions et nous indiquer ce qu'il en est de la reprise des négociations entre les deux parties pour un accord durable ? Si la grande majorité du groupe Union centriste est favorable à cette proposition de résolution et partage ces propos, certains ont soulevé quelques interrogations. Tout d'abord, en son temps, la création d'une mission d'information sur les conflits gelés du Caucase avait été sollicitée afin d'anticiper au mieux les déséquilibres probables de la région en cas de reprise de l'un ou l'autre de ces nombreux conflits. Cela aurait peut-être permis de mener un travail plus approfondi. Ensuite, cette résolution, même si elle n'a qu'une valeur de recommandation, ne doit pas affaiblir diplomatiquement la France dans cette région du Caucase déjà ô combien troublée. Autre sujet d'inquiétude, le groupe de Minsk. Aux côtés de la Russie et des États-Unis, la France se doit de respecter une certaine neutralité sur cette question du Haut-Karabakh. Mais l'efficacité de ce même groupe de Minsk interroge. Quelle a été son action depuis de nombreuses années et dans cette nouvelle phase du conflit ? Enfin, mes chers collègues, ne tombons pas dans la facilité de considérer que l'Azerbaïdjan n'est qu'un État velléitaire ou terroriste, alors que ce dernier se développe économiquement grâce à la manne du pétrole et culturellement avec une certaine forme de laïcité. Certes, ce pays n'est pas la plus grande des démocraties, mais c'est un pays jeune qui se construit dans un contexte régional, souvent difficile, et avec le poids de son histoire. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, malgré ces quelques remarques divergentes, le groupe Union centriste votera dans sa grande majorité cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole va être maintenant au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui nous réunit aujourd'hui est une situation d'une particulière gravité. Cette gravité nous oblige à amener nos groupes politiques, différents sur bien des points, à travailler de concert pour aboutir à cette proposition de résolution. Cette convergence a été rendue possible car elle était absolument nécessaire. C'est une obligation morale et politique, refuser que la guerre soit une alternative à des différends territoriaux. Il est de notre responsabilité, nous, parlementaires, de dénoncer des faits établis qui ne peuvent être acceptés. Le recours à la force, le ciblage des populations civiles, l'usage d'armes prohibées par le droit international,
le non-respect des droits des prisonniers de guerre ou encore le déplacement massif de populations qui quittent du jour au lendemain toute une vie, ce qui ressemble étrangement à une forme de nettoyage ethnique. Nous ne pouvons ni laisser faire, ni admettre une telle situation dans le Caucase, c'est-à-dire aux portes de l'Europe. Les souvenirs qui nous submergent à ces évocations d'exactions nous montrent que proclamer « plus jamais ça » n'est plus suffisant. Je voudrais réitérer ici notre amitié et notre soutien à la population arménienne qui, encore une fois dans son histoire, est ciblée, vilipendée, attaquée, mise en danger. D'autant que le cessez-le-feu du 9 novembre, inspiré par la Russie, n'a rien résolu au fond et ne peut tenir lieu de règlement définitif d'un conflit alors que l'usage de la force et la contrainte ne peuvent satisfaire qu'une seule des deux parties. Plus inquiétants encore sont les bénéfices géostratégiques pour les parrains de ce cessez-le-feu, qui remettent au goût du jour des rêves impérialistes, en tout cas un pan-turquisme incarné par le président Erdogan, qui déstabiliserait encore plus une région déjà si fragile. Dans ces conditions et avec ces modalités, ce cessez-le-feu ne peut offrir aucune garantie de paix durable. Il ne fait qu'entériner le fait accompli, consacre l'usage de la force. Cet accord est hors de tout contrôle international et ne présente aucune solution pour les populations arméniennes. En revanche, il acte une installation militaire durable d'un pays tiers et un redécoupage territorial qui pérennise une mainmise de puissances étrangères. Mes chers collègues, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'aider les acteurs locaux à dessiner un avenir pour le Haut-Karabakh. Il est urgent de redéfinir les conditions et les règles d'un compromis possible. La France, monsieur le ministre, en tant que coprésidente du groupe de Minsk, doit demander le retrait des forces, le retour aux frontières d'avant le 27 septembre et baliser à nouveau la voie d'une reconnaissance de ce territoire. Elle ne peut se contenter de demander à ce que les ambiguïtés du cessez-le-feu soient levées. Sa voix doit être plus forte, plus ferme. Oui, le retour de la question du Haut-Karabakh fait la tragique démonstration qu'un conflit dont le règlement n'est que gelé ne reste jamais figé. Ce conflit s'impose aujourd'hui comme un défi à la réinvention de la relation transatlantique ainsi qu'aux ambitions de l'Union européenne de devenir un acteur géopolitique majeur. Il faut changer de braquet et cela passera par un nécessaire réinvestissement du multilatéralisme. Alors oui, mes chers collègues, reconnaître la République du Haut-Karabakh n'est pas seulement un symbole, c'est un devoir. Merci, Monsieur le Président. La parole va maintenant être donnée à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Il a 3 minutes, c'est Monsieur Stéphane Ravier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'Azerbaïdjan est le premier partenaire économique de la France dans le Sud-Caucase. Et ce n'est pas parce que l'Azerbaïdjan n'est que peu démocratique que l'on doit s'interdire de commercer avec lui. Ou quand certains parmi mes chers collègues de droite font rimer pragmatisme avec cynisme et in fine résument la position réelle de la France dans cette partie du monde. Cela a le mérite d'être clair. Le peuple arménien pensait pouvoir compter sur l'amitié de la France ? La France préfère compter avec son client azerbaïdjanais, à qui elle a vendu entre 2015 et 2019 des équipements militaires d'une valeur totale de 364 millions d'euros. Et que peuvent bien peser quelques centaines de milliers d'Arméniens dans la balance commerciale ? Une résolution, tout au plus, qui ne rime pas avec intervention. La vérité, elle est là, elle est commerciale, elle est comptable, elle est crue, elle est cruelle. Les affaires du monde penseront après le monde des affaires. Aujourd'hui, après le silence assourdissant de la communauté internationale durant le conflit éclair déclenché par les Azéris, notre Assemblée sort de sa torpeur pour voter en toute hâte cette résolution. Ou comment s'acheter bonne conscience à peu de frais. Reconnaître l'indépendance de l'Artsakh n'est cependant pas inutile. Elle est nécessaire. Elle constitue un premier pas pour protéger le peuple arménien de l'épuration ethnique qui a déjà commencé. Menacé dans sa chair, menacé aussi dans sa culture et dans son âme, le plus vieux pays chrétien du monde est la cible d'une Turquie dont l'expansionnisme territorial et islamiste est désormais assumé par son leader, le sultan Erdogan.
Car l'autre vérité veut que l'Azerbaïdjan n'aurait pas déclenché cette guerre et ne l'aurait pas remportée sans le soutien appuyé de la Turquie. L'expansionnisme turc, qui repose sur le rêve de recréer l'Empire ottoman, conduit Erdogan à avoir Chypre et la Grèce dans son viseur. Après l'Artsakh et l'Arménie, c'est à notre tour, mes chers collègues. Et je dirais même que l'Artsakh et l'Arménie, c'est déjà notre tour. Sortez donc de cette logique munichoise et punissons l'ogre turc qui menace la paix dans le monde. Et pour cela, il va falloir abandonner votre double discours, car vous êtes encore nombreux à souhaiter l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et à être des acteurs et actrices du clientélisme communautaire. Entre le déshonneur et la guerre, il y a encore un chemin pour retrouver notre honneur en faisant notre devoir. Son devoir, la jeunesse arménienne l'a fait. J'ai vu à l'hôpital de Goris, au premier mois de la guerre, des jeunes Arméniens blessés au combat, âgés à peine de 20 ans. Ils ne demandaient qu'à retourner au front pour se battre, prêts à mourir pour que vive leur patrie. Mon ami Aram avait raison de m'écrire que la modernité n'avait pas effacé la bravoure et l'héroïsme arménien. Héroïsme, bravoure, solidarité dont font preuve aussi de jeunes Français, tous bénévoles au sein de l'association SOS Chrétiens d'Orient et qui, sur place, apportent aide et réconfort aux réfugiés de l'intérieur. Grâce à eux, la flamme française ne s'est pas tout à fait éteinte. Elle continue de réchauffer le corps, le cœur et l'âme des Arméniens. Garegin Enjde, homme d'État, philosophe, militaire et stratège arménien, connaissait selon ses propres termes une vérité. Si tu veux deviner et voir l'avenir de ton peuple, regarde sa jeunesse. Ceux qui ont une jeunesse patriote et de conviction ont un avenir. La prouve que la grand et un bel avenir devant elle, à condition, mes chers collègues, que nous ne l'abandonnions pas une seconde fois, 105 ans après l'horreur du génocide. Et je conclus, Monsieur le Président, merci, en une phrase. Soyons dignes, mes chers collègues, de la confiance que nous accordent nos amis arméniens. Levons-nous et élevons-nous pour que vive l'Arménie. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de vous faire part de mon émotion. Il y a maintenant plus de 8 ans, je venais pour la première fois au Sénat. Je n'étais pas présente sur ces bancs comme aujourd'hui, mais dans les tribunes. Il y a plus de 8 ans, le Sénat marquait l'histoire en votant le texte que j'avais porté au Parlement sur la pénalisation du négationnisme du génocide de 1915. Je n'imaginais pas à cette époque siéger dans cet hémicycle et devoir de nouveau dénoncer une épuration ethnique, un autre génocide. Je tiens à remercier du fond du cœur le président Larcher d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette résolution sur l'Artsakh. Et permettez-moi de remercier tout particulièrement Bruno Retailleau, qui a su rassembler les groupes politiques pour cette cause qui nous dépasse, cette cause qui nous transcende, mes chers collègues. Merci à vous d'être réunis pour ce sujet qui n'est pas une cause communautaire, qui est une cause universelle. Même si l'histoire est un perpétuel recommencement, elle ne doit pas être un renoncement éternel. Le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-Karabakh. De nouveau, l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre l'Arménie. Toute cette opération a été froidement orchestrée par un membre de l'OTAN, la Turquie. Et pourtant, le gouvernement interrogé sur tous les bancs du Parlement, ici ou à l'Assemblée nationale, se réfugie derrière la neutralité du groupe de Minsk. Ce groupe qui n'était pas là pour être neutre, mais pour éviter une nouvelle épuration. Je suis très déçue, Monsieur le ministre, que M. Le Drian ait évité aujourd'hui le débat. C'est vraiment dommage. Nous ne sommes pas un petit pays, nous ne sommes pas une grande nation, nous sommes une civilisation. La France, par son histoire, a toujours protégé les opprimés. Oui, le chef de l'État a désigné le bourreau et dénoncé la volonté expansionniste du président turc. Pourtant, aucune aide militaire pour l'Arménie. Une aide humanitaire timide, voire absente. Pas de résolution européenne. Alors que nous avons su nous déployer sur d'autres théâtres d'opération, rien n'a été fait pour l'Arménie. Les mots sont peu de choses quand des millions d'Arméniens se font exterminer. Sur place, des journalistes courageux, comme ceux du Figaro, ou encore comme l'écrivain Sylvain Tesson, témoignent et font état des corps mutilés d'Arméniens retrouvés dans les alentours de Chouchi. Des vidéos insoutenables circulent sur Internet. Des êtres humains sont traités de porcs ou de chiens, pour reprendre les mots du dictateur Aliyev. Et pourtant,
le gouvernement est resté neutre face à l'usage qui a été fait par l'Azerbaïdjan, avec l'appui de la Turquie, d'armes au phosphore, d'armes non conventionnelles. J'espère que ces criminels seront jugés pour leurs actes odieux et lâches. Rester neutre quand on sait que la Turquie emploie des djihadistes comme mercenaires pour tuer des Arméniens et les mutiler. Rester neutre face à l'épuration ethnique et culturelle opérée par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Rester neutre, c'est abandonner sa sœur, son allié, l'Arménie. C'est être de nouveau spectatrice d'un génocide. Hier, les Arméniens, les Assyriens. Récemment, les Kurdes. De nouveau, les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, encore les Arméniens. Rester neutre, c'est choisir la dictature turco-azérie plutôt que la démocratie arménienne. Desmond Tutu avait raison. Rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Cette même Turquie qui a pour président M. Erdogan et sa folie expansionniste, sa volonté de reconstituer l'Empire néo-ottoman, de planter le drapeau de l'islam sur les terres de l'Artsakh, d'occuper Chypre, territoire de l'Union européenne, de violer l'espace aérien et maritime grec, ses chantages migratoires, le massacre des Kurdes que nous avons abandonnés, son appel aux djihadistes pour en finir avec les Arméniens, son négationnisme récalcitrant contre le génocide de 1905, sa volonté d'en finir avec les restes de l'épée, mot terrible pour désigner les Arméniens rescapés du génocide. Autant d'atteintes à notre honneur, à la dignité des peuples, à leur souveraineté, à la paix, jusque chez nous, puisque jusqu'en France, ces loups gris traquent les Français d'origine arménienne. La communauté internationale a laissé mourir les Arméniens, qui sont une part de nous-mêmes, de notre civilisation dans le Caucase. L'Artsakh est une terre arménienne, par son histoire, sa culture, son peuplement. Son identité arménienne est aujourd'hui plus que jamais menacée, à l'image du monastère arménien de Dadivank, que nous devons à tout prix préserver. Si les Azéris persistent à saccager les vestiges chrétiens au Karabakh, comme ils l'ont fait par le passé, ce qui reste du patrimoine immémorial arménien risque de disparaître à jamais. Pour ne pas que se reproduisent les désastres des Bouddhas de la vallée de Banyan ou les trésors de Palmyre, il faut agir. Nous devons agir pour préserver ces trésors de l'humanité qui sont au cœur du Karabakh. L'évangile de Saint Luc disait « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Aujourd'hui, elles crient, elles nous appellent à l'aide. Si la France entend encore être écoutée et respectée, elle doit agir, comme nous le faisons cet après-midi. Aujourd'hui, c'est l'honneur de la France qui se joue dans cet hémicycle. Cette diplomatie parlementaire qui permettra à la France de ne pas faire rougir l'histoire. Reconnaître la République d'Artsakh va au-delà du symbole. Cela permettra de relancer le processus de paix en y introduisant une discussion juridique sur le statut de la petite République de l'Artsakh, petite par sa taille, mais grande par sa culture, son histoire, ses habitants. C'est aussi la reconnaissance, la fidélité des Français pour les Arméniens qui ont toujours répondu au combat de la liberté et qui sont français par le sang versé. Au Karabakh, on ne souhaite pas l'indépendance comme un colifichet de fierté nationale mal placé. On la vit comme une garantie de sécurité, de démocratie et de développement. C'est la garantie de la vie. C'est la garantie de la vie des Arméniens. C'est aussi la garantie de la vie des Européens, la vie des Français. Et c'est aussi la garantie de la paix de notre partie du monde. Mes chers collègues, c'est notre droit le plus strict, au vu des circonstances, et surtout notre devoir le plus élevé, de voter cette résolution. La France a été le premier État à reconnaître officiellement le génocide arménien de 2001. Elle doit être la première nation à reconnaître la République d'Artsakh et son droit à vivre en paix et en toute indépendance. Son droit de peuple à disposer enfin de lui-même. Demain, cette résolution inspirera d'autres pays européens et même au-delà. Nous n'avons pas pu éviter la guerre, évitons le déshonneur. Il en va de la responsabilité morale et politique du monde libre, reconnaissant le peuple qui a tant donné pour l'humanité, reconnaissant ce peuple qui a tant souffert. La France ne peut être la France sans la grandeur, disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est le Sénat, par ce vote, qui incarne cette grandeur. Votons tous unis cette belle résolution. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je vais maintenant donner la parole pour le groupe socialiste, écologiste et républicain à notre collègue Gilbert Roger. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les coprésidents du groupe de Minsk tentent depuis plus de 25 ans
de faciliter une solution entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Le conflit du Haut-Karabakh est en premier lieu territorial. Il met en conflit deux principes, celui du droit d'un peuple, les Arméniens de l'enclave, à l'autodétermination, et celui de l'intégrité territoriale d'un État, l'Azerbaïdjan. Depuis le lancement, le 27 septembre dernier, d'une offensive militaire par Bakou, les États-Unis, la Russie, la France, comme ils le font depuis 1994, appellent les parties prenantes à la retenue et à la négociation. Par la voix de leur chef de diplomatie, les trois pays ont condamné dans une déclaration le 5 octobre dernier. Mais cette fois-ci, l'engrenage du conflit est plus complexe. Pas seulement en raison de l'ampleur des moyens militaires déployés par l'Azerbaïdjan, qui souhaite reconquérir des territoires perdus situés entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. La situation s'est complexifiée du fait de l'intervention d'un nouvel acteur, la Turquie. La Turquie, par le retrait aussi d'un autre, la Russie, qui montre sa réticence à intervenir résolument en faveur de l'Arménie. Russie qui, par ailleurs, a contribué à déstabiliser le multilatéralisme en annexant la Crimée. Le président turc Erdogan apporte son soutien politique et militaire à l'opération enclenchée. Pour rappel, l'armée turque est membre de l'OTAN et a déployé des drones techniques otaniennes sur le théâtre de l'opération. Sans la nature récente des combats, d'une violence inouïe, nourrit aussi les soupçons d'exactions conduites par les autorités azéries. Il faut les condamner avec la plus grande fermeté. Le président Erdogan a également publiquement pris position en faveur de l'Azerbaïdjan en déclarant que l'Arménie devait quitter le territoire azerbaïdjanais occupé. Par ses agissements, ses prises de position, le président turc piétine non seulement les engagements dans le groupe de Minsk, mais également comme membre de l'OTAN. Aussi me semble-t-il nécessaire, Monsieur le ministre, de tirer les conséquences de cet échec diplomatique. 3 cessez-le-feu successifs négociés sous l'égide de Minsk n'ont eu aucun effet sur le terrain. Ces échecs posent la question de la viabilité même du groupe de Minsk, alors que la Turquie en est membre et que la Russie co-préside et que les États-Unis considèrent le Haut-Karabakh comme non prioritaire. Alors ne reste que la France, mais que peut-elle peser seule ? Dans ce contexte, l'Union européenne doit jouer un rôle politique et sortir du piège du Brexit dans lequel elle s'est embourbée pour projeter sa puissance à l'extérieur. Sans doute, par manque de volonté, le groupe de Minsk n'a su imposer jusqu'à présent une force d'interposition internationale. Aussi, la France doit jouer un rôle moteur dans la résolution du conflit. Elle doit défendre, dans le cadre du groupe de Minsk, la mise en œuvre immédiate de la protection des populations par le déploiement d'une force d'interposition internationale. C'est l'objet de cette proposition que je vous invite, mes chers collègues, à adopter. Merci, mon cher collègue. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Gilbert Luc Devinaz pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 3 novembre 1896, à propos des massacres d'Arménie, Jean Jaurès interpellait le gouvernement sur le rôle de la France et de l'Europe. Une Europe hypocrite qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Ce ne sera pas la dernière fois. Il serait impensable que reste dans l'histoire le fait qu'un État aidé par des groupes terroristes inflige un camouflet aux démocraties occidentales et à l'ensemble des valeurs séculaires qu'elles ont toujours eu à cœur de défendre.
l'Arménie et le Haut-Karabakh ont démontré leur engagement au développement d'institutions démocratiques solides dans un environnement régional constitué de régimes autoritaires. Ce conflit peut remettre en cause cette orientation. Le règlement du statut du Haut-Karabakh doit se fonder sur la justice internationale pour garantir une paix durable. L'Arménie aspire à vivre en paix et en toute sécurité. Prenons au sérieux les menaces des présidents Aliyev et Erdogan. Le 24 juillet, ce dernier déclarait vouloir continuer d'accomplir la mission de ses grands-parents. Le groupe d'amitié France-Arménie du Sénat soulève depuis 1 an et demi cette menace. La délégation des députés arméniens reçue en octobre dernier s'était inquiétée des manœuvres militaires de la Turquie. Avec mon homologue Vladimir Vardanyan, nous avions dénoncé à l'époque dans un communiqué commun les graves conséquences humanitaires, politiques et diplomatiques qui pourraient en résulter, craignant que cela ne contribue à déstabiliser encore davantage cette région. Dès le mois de juin, nos échanges m'ont conduit à interpeller le président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour demander une intervention de la France en tant que coprésident du groupe de Minsk. Les déclarations belliqueuses portaient atteinte au processus de paix en cours dans le Karabakh et nous craignions une menace réelle et sérieuse du recours à la force. La diplomatie parlementaire doit jouer un rôle et doit être reconnue dans son rôle. Notre groupe d'amitié poursuivra son action et veillera à ce que l'Arménie puisse poursuivre sa soif de démocratie. La jeunesse arménienne doit avoir un avenir dans son pays. Nous avions constaté lors de notre visite à Erevan en 2018 un changement de ton, d'atmosphère, une grande espérance, celle née des bouleversements de la révolution de velours. Cette dynamique est aujourd'hui rompue sauvagement. Dans l'immédiat, notre groupe participera à accompagner la priorité des priorités, l'aide aux réfugiés de ce conflit. Mes chers collègues, nos homologues arméniens ne se nourrissent pas de mots bienveillants. Réaffirmer toute notre amitié, c'est bien. L'approuver par des actes, c'est encore mieux. 150 ans après le génocide, 32 ans après les pogroms, nos amis arméniens ne comprendraient pas que la France ne leur tende pas la main. Je vous invite à adopter cette résolution. Merci, mon cher collègue, monsieur le président du groupe d'amitié. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le président, mesdames et messieurs les présidents de groupe, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices. 6 semaines de combat d'une très grande violence, ce qui vient de se passer au Karabakh constitue un drame sur tous les plans, humanitaire, sécuritaire, politique. Cette crise, elle nous touche profondément. Des milliers de morts, des jeunes de 20 ans dont les vies ont été brisées, enlevées, des dizaines de milliers d'habitants du Haut-Karabakh et des districts adjacents qui ont été jetés sur les routes, ont fui leurs maisons, les uns vers l'Arménie voisine, les autres en Azerbaïdjan vers l'arrière du front. Et cette crise suscite donc une émotion forte, légitime en France, compte tenu de ces liens historiques, humains, que vous avez été très nombreux à rappeler, ces liens multiséculaires que nous entretenons avec le peuple arménien. D'ailleurs, l'élan de solidarité s'est très vite manifesté, structuré, avec le concours des collectivités locales, des associations, du gouvernement, j'y reviendrai. Et notre pays qui, jadis, a su accueillir de nombreuses familles arméniennes rescapées de ce génocide que vous avez les uns les autres rappelé en 1915, eh bien, se doit d'être fidèle à cette amitié historique, à sa promesse d'apporter eh bien, son appui dans un moment particulièrement difficile. Je n'oublie pas non plus les liens tissés entre la France et l'Azerbaïdjan, car la France, elle est l'amie des peuples arméniens et azerbaïdjanais. Cela s'est vérifié, quels que soient les présidents, quels que soient les gouvernements, et ayant eu l'occasion de me rendre tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, ayant l'occasion de rencontrer les étudiants, soit de l'UFAR à Erevan, soit de l'UFAZ à Bakou, je peux vous dire que les uns et les autres communient de la même façon dans la langue française, dans un esprit que nous portons.
et donc ne l'oublions pas non plus. Alors cette crise, elle nous renvoie bien sûr aux responsabilités que la France assume depuis 1997 comme coprésidente du groupe de Minsk, aux côtés de la Russie, des États-Unis. Cela a été rappelé. Depuis 23 ans, notre pays s'est activement engagé à tous les niveaux en faveur d'un règlement négocié, pacifique, équilibré et durable du conflit. D'ailleurs, à plusieurs reprises. Depuis, il y a eu des momentum où on a pensé qu'on allait pouvoir déboucher. Hélas, non. C'est une négociation d'une grande difficulté, à tel point que ce conflit était parfois désigné comme un conflit gelé, appellation laissant entendre qu'il était à la fois insoluble, latent. Malheureusement, nous l'avons vu, le conflit du Haut-Karabakh était une plaie béante qui ne demandait qu'à se rouvrir. La guerre qui vient de se terminer par un cessez-le-feu obtenu au forceps par la Russie, dans le prolongement d'efforts intenses, je le rappelle, déployés dès le déclenchement de l'offensive par les 3 capitales coprésidentes du groupe de Minsk, a profondément changé la situation. Si cet accord n'est pas le nôtre, il a permis de mettre fin au combat, mais il laisse d'importantes questions qui empêcheront en l'état de trouver une solution durable à ce conflit. La France joue donc son rôle et entend tenir toute sa place en contribuant à la consolidation du cessez-le-feu, à la résolution de nombreuses difficultés qui restent à surmonter, permettre le retour des civils, des personnes déplacées dans des conditions acceptables de sécurité, leur permettre de reprendre une vie décente, protéger ce patrimoine historique et culturel que vous avez tous évoqué. Alors, le projet de résolution reflète, exprime cette émotion légitime. Dans le même temps, la responsabilité de l'exécutif, c'est d'élaborer, de conduire une politique cohérente permettant d'établir enfin la paix dans le Caucase du Sud. Et donc, je vais m'attacher à revenir, répondre point par point, en toute transparence, en toute responsabilité, sur les sujets que vous avez soulevés. Pour cela, j'aimerais revenir à la situation sur le terrain telle que nous l'analysons et les réponses que nous mettons en œuvre. Aujourd'hui, notre principal objectif, c'est de créer, je le disais, les conditions d'un retour en toute sécurité des populations civiles dans leurs maisons, d'assurer que ces populations pourront à nouveau y vivre en paix dans des conditions décentes. Et donc, depuis le déclenchement des hostilités, le 27 septembre, les plus hautes autorités du pays, naturellement, se sont mobilisées. Le président de la République a été le premier responsable occidental, je le rappelle, à nommer les choses. Le président de la République, en marge du Conseil européen extraordinaire du 1er et 2 octobre, a indiqué que des centaines de mercenaires en provenance de Syrie qui avaient été envoyés par la Turquie, oui, depuis Gaziantep, vers la zone de combat du Haut-Karabakh. Et malgré nos demandes de clarification, la Turquie poursuit ses menées déstabilisatrices dans notre environnement régional immédiat, et notamment via l'action militaire. Nous en avions la preuve en Méditerranée orientale, en Libye ou en Syrie, et désormais au Haut-Karabakh. Le président de la République, à très nombreuses reprises, a pu s'entretenir dans cette période, tant avec le Premier ministre arménien qu'avec le président azerbaïdjanais, avec le président Poutine. Jean-Yves Le Drian, de son côté, vous le savez, a eu les mêmes entretiens avec ses homologues, avec Sergueï Lavrov. 3 tentatives pour conclure un cessez-le-feu ont été menées collectivement par les coprésidents russes, français, américains. Notre ambassadeur représentant la France au sein de ce groupe de Minsk est ici présent, il peut en témoigner. Nous n'avons ménagé aucune ardeur. Et hélas, ces cessez-le-feu n'ont malheureusement pas été suivis d'effet. Les 3. Notre engagement n'a pas faibli pour autant, et les développements dramatiques sur le terrain, notamment les 8 et 9 novembre, lorsque les forces azerbaïdjanaises n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de Stepanakert, ont conduit à l'issue que vous connaissez. Ce qui a été signé le 9 novembre par le Premier ministre arménien, le président azerbaïdjanais et par la Russie, c'est un accord de cessez-le-feu qui prévoit l'arrêt des combats, l'assistance humanitaire, le retour des réfugiés, les échanges de prisonniers, la sécurisation du cœur du Haut-Karabakh et de sa capitale, Stepanakert. La Russie, c'est pas une surprise, fortement investie sur le terrain et a envoyé dans un temps très court un contingent de 2000 soldats. Toutefois, cet accord, à l'évidence, ne résout pas le conflit. Il laisse de nombreuses questions sans réponse sur les modalités de retour des déplacés, sur le départ nécessaire, indispensable des combattants étrangers de la région, sur le rôle aussi des organisations internationales, notamment de l'OSCE, et puis
surtout sur les questions qui ont trait au statut final du Haut-Karabakh, à sa délimitation administrative, à son mode de gouvernance, qui sont renvoyés à une négociation ultérieure. Aujourd'hui, cet accord de cessez-le-feu, il existe. Il faut construire à partir de là une paix durable, une relation nouvelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et dans ce contexte radicalement changé, la France, elle développe une action selon 3 axes. Le premier, c'est naturellement l'aide d'urgence aux populations civiles du Haut-Karabakh. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ont fui vers l'Arménie, sont accueillis souvent dans des familles. Beaucoup souffrent de sous-alimentation, se retrouvent dans une situation d'extrême précarité, de grande pauvreté. Et donc le président de la République a souhaité une réponse humanitaire forte, structurée, rapide, qui est coordonnée par notre centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Le 22 novembre, un premier avion d'aide humanitaire s'est envolé pour Erevan. Il y avait là du matériel médical d'urgence, de l'aide humanitaire. Un second cargo décolle ce vendredi. Et il est le fruit aussi du travail conduit avec les associations de solidarité avec l'Arménie. Je pense à la Fondation Aznavour, à l'Union générale arménienne de bienfaisance et au Fonds arménien de France notamment, ainsi que de nombreuses organisations humanitaires ou de fondations d'entreprises qui participent activement à ces actions. Et naturellement, nous félicitons de cet élan de générosité qui est à la hauteur, je crois, du drame actuel et de la peine que nous ressentons devant les ravages causés par ce conflit. Nous agissons aussi en travaillant au renforcement de la coopération hospitalière entre les établissements français et arméniens, notamment l'AP-HP, mais également l'AP Hôpitaux de Marseille, les hospices de Lyon. Et puis les collectivités locales, que je veux saluer, pour certaines déjà très actives, qui peuvent également participer, pour les peut-être plus petites d'entre elles, à ce dispositif dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis naturellement, nous continuerons à appuyer l'action des agences onusiennes et du CICR sur le terrain, vers qui nous entendons verser des contributions pour les années à venir. Deuxième axe de travail, c'est la protection du patrimoine culturel et religieux au Haut-Karabakh et dans les territoires attenants. La France, par la voix du président, a appelé à un cessez-le-feu patrimonial pour protéger cet exceptionnel patrimoine qui témoigne de la longue coexistence des peuples et des cultures sur ces terres. L'UNESCO a annoncé qu'elle envoyait une mission sur le terrain. Et pour pouvoir agir, il nous faut la coopération de tous et bien entendu de l'Azerbaïdjan. Et au-delà de la mission de l'UNESCO, la France va intervenir plus spécifiquement aussi à travers le fonds ALIF, créé pour venir en secours au patrimoine dans les zones de conflit, un fonds qui a montré son utilité, son efficacité, je pense déjà à Mossoul. Et le Premier ministre Pachinian, comme le président Aliyev, ont exprimé au président de la République en fin de semaine dernière leur soutien à une action dans ce domaine. Le troisième axe d'action, tout aussi fondamental, c'est celui du règlement politique. De nombreuses questions demeurent, je l'ai dit, retour des déplacés, sécurisation des frontières, départ des combattants étrangers, et c'est là que la coprésidence du groupe de Minsk doit intervenir pleinement. Les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont exprimé le souhait que ces travaux reprennent, et ces sujets, naturellement, doivent être traités dans une discussion, ne peuvent être traités justement dans une discussion seule entre la Russie et la Turquie. Il ne peut y avoir ce dialogue seul et unique, c'est très clair. La France, elle entend parler à toutes les parties, comme elle l'a toujours fait, et c'est essentiel si on veut contribuer durablement à la résolution du conflit. C'est la condition, non seulement de la légitimité, mais de l'efficacité de notre action. Alors, dans le débat et dans la résolution, j'ai lu effectivement la dénonciation des ingérences de la Turquie. Très clairement, la Turquie a soutenu ce recours à la force de l'Azerbaïdjan, lui a apporté un soutien militaire, y compris sous la forme de déploiement de mercenaires venus du théâtre de guerre syrien. Non seulement nous ne l'acceptons pas, mais nous agissons et avons saisi nos collègues européens, les États membres, pour prendre des mesures fermes à l'occasion du prochain Conseil européen du 1er et du 2 décembre. La France a également procédé, en Conseil des ministres, à la dissolution des groupes de fait, comme les loups gris, qui ont voulu porter ce combat, quelque sorte, en portant atteinte à un certain nombre d'éléments sur notre sol même. Alors, vous demandez le retrait de tous les mercenaires étrangers, et c'est une demande que nous formulons également. Jean-Yves Le Drian, s'il a pu noter une inflexion dans la tonalité des Turcs, l'a dit, cela ne suffit pas. Nous voulons des actes, nous voulons des preuves,
Et l'un de ces actes attendus, c'est le retrait des mercenaires syriens. Vous évoquez la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies. Je peux vous dire que les discussions sont en cours à New York, se poursuivent. Et s'agissant de la Cour pénale internationale, parce que nous avons tous été choqués par la gravité de certains faits qui ont été rapportés, nous devons donc faire la lumière sur ceci, et la France appuiera tous les efforts en ce sens. Il y a un sujet de compétence qui se pose. La CPI n'est compétente que pour traiter des crimes commis par des ressortissants d'États parties au statut de Rome. Hélas, ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan n'en sont membres. Reste peut-être d'autres voies à explorer à travers des décisions du Conseil de sécurité, mais c'est la seule solution pour créer des mécanismes d'enquête internationale. Et aujourd'hui, le réalisme impose de prendre acte que le Conseil de sécurité est très divisé sur ces questions, et notamment sur la question de la CPI pour la saisir. Enfin, vous évoquez, mesdames et messieurs les sénateurs, la question délicate de la reconnaissance par la France du Haut-Karabakh. Oui. Non, parce que la résolution, je l'ai lie intégralement. Elle évoque un certain nombre de points auxquels j'ai apporté des réponses. Et donc, le point de la reconnaissance du Haut-Karabakh, c'est le dernier point de la résolution. Ça vient donc à la fin de mon propos. C'est une question grave et nous devons y répondre avec l'esprit de vérité, de responsabilité, d'efficacité. Il faut aussi en mesurer toutes les implications. La République autoproclamée du Haut-Karabakh a déclaré son indépendance en 1991, lorsque le statut spécial de cette région a été supprimé par le gouvernement en place à Bakou à l'époque. Aucun État ne l'a reconnu, pas même l'Arménie. Je le dis bien, aucun pays, pas même l'Arménie. Et la responsabilité qui est celle du gouvernement, c'est aussi de se demander si ce geste serait utile et efficace sur le terrain. Est-ce qu'il emporterait des conséquences sur le terrain et pour les populations du Haut-Karabakh? Parce que nous devons garder cela en tête, c'est l'efficacité. Et la responsabilité qui est celle de la France au sein du groupe de Minsk, fait que la France ne peut peser sur la résolution du conflit que si sa médiation active est acceptée par les deux parties. Aujourd'hui, la reconnaissance par la France du Haut-Karabakh nous ferait perdre, à n'en pas douter, toute capacité d'influence sur ce pays et ne serions plus d'aucun secours pour ceux-là même auxquels vous voulez porter secours et qui nous demandent de rester impliqués dans ce dossier. Mais hier même, la conférence ministérielle de la francophonie était réunie. L'Arménie, par la voix de son représentant, a confirmé ce souhait d'une implication du groupe de Minsk. Et donc, soyons clairs, la reconnaissance unilatérale par la France de l'indépendance du Haut-Karabakh ne serait aujourd'hui à l'avantage de personne, ni de l'Arménie, ni des habitants du Haut-Karabakh, ni de la France, ni des autres coprésidents du groupe de Minsk, ni des Européens. Ce n'est pas la politique du gouvernement, ce n'est pas celle de l'Arménie, ce n'est pas celle de nos partenaires. Et la solution du conflit du Haut-Karabakh, elle ne viendra pas d'un geste unilatéral, fût-il français, mais du dialogue entre les parties. Et aujourd'hui, plus que jamais, les parties, elles ont besoin de l'appui des coprésidents pour poursuivre ce dialogue. Vous savez, de ce point de vue-là, je puise à bonne source. Le président Christian Cambon a eu l'occasion d'évoquer tout cela lors d'une proposition de résolution il y a quelques années, ici même. Il s'agissait de la Palestine. Et il le disait bien, faire d'une reconnaissance unilatérale un instrument de négociation, ça revient à exercer une pression unilatérale. Procéder à une reconnaissance symbolique ne présente aucun intérêt pour la relance du processus. Je le cite, je puise aux meilleures sources. Et donc, nous ne renonçons pas à être actifs au sein de l'Union européenne pour porter ces trois axes d'action que j'ai évoqués. Les 27 ont d'ailleurs adopté récemment une déclaration sur le Haut-Karabakh qui reprend l'essentiel de nos préoccupations. Elle soutient naturellement l'aide humanitaire d'urgence, elle réaffirme son plein soutien au coprésident du groupe de Minsk, se tient prête à accompagner la reprise des négociations. Et ce que nous avions proposé à l'époque pour traiter la question du Haut-Karabakh, conjointement avec les partenaires russes et américains, c'était de trouver une façon de concilier l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et l'autodétermination de la population
majoritairement arménienne, du Haut-Karabakh. Les nouvelles réalités d'aujourd'hui imposent de reprendre les efforts de négociation sur les nouveaux paramètres que je viens rapidement de mentionner, sans toutefois renoncer aux principes de base du règlement. Alors aujourd'hui, la priorité va à la consolidation du cessez-le-feu, elle va à l'action humanitaire, mais notre pays doit d'ores et déjà préparer activement les prochaines étapes et doit avoir les moyens de le faire pour peser positivement pour la suite. La France est un pays responsable, fidèle à son engagement pour la paix et qui n'a d'autre objectif que la coexistence pacifique des communautés dans la sécurité, dans la dignité. C'est un projet exigeant, je le mesure, mais auquel nous ne renoncerons jamais. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains, le groupe de l'Union centriste, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, le groupe socialiste, écologiste et républicain, le groupe écologiste Solidarité et Territoires, sur la proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution relative à la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin peut être ouvert, il est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 34 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 336. Nombre de suffrages exprimés 306. Pour l'adoption 305. Contre 1 voix. Le Sénat a adopté.
crois, sur le budget. Mes chers collègues, merci Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes et nous reprendrons l'examen du projet de loi de finances pour 2021. La séance est suspendue.